Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de lutte contre le terrorisme dans le monde. Alors, quid de la lutte contre le terrorisme en Afrique et dans le monde? Question pour nos confrères sur la causerie de ce mercredi. Et justement pour cet exercice, James William Bagidi, bonjour. Bonjour Gilles Christ, bonjour à tous. Merci de votre présence sur ce plateau. Vous êtes analyste politique, chroniqueur international, journaliste en service à l'Office de radiodiffusion et télévision du Bénin, la télévision nationale. Merci d'être là. Merci à vous aussi. Avec nous sur ce plateau, François-Xavier Noumon, qui est un chroniqueur maison ici à ETélé. Donc, bonjour François-Xavier. Bonjour Gilles Christ, bonjour Olali Sossou, bonjour chers confrères, bonjour chers amis téléspectateurs. Et Latif Ouboni, notre collègue maison qui va s'installer d'une minute à l'autre sur ce plateau. James William Bagidi, le 11 septembre 2001 s'est avéré une date sombre dans l'histoire du monde entier, mais plus précisément des États-Unis d'Amérique. Avant de vous donner la parole, on va retourner à la régie voir ces images macabres de ce jour-là et on reviendra pour un peu voir où est-ce que le monde entier en est aujourd'hui en matière de lutte contre le terrorisme en Afrique et même aussi dans le monde, comme je le disais. On va ensuite et on revient. Comment oublier ce mardi 11 septembre 2001 ? Voilà donc un résumé de ce qui s'est passé le 11 septembre 2001 pour ceux qui n'ont peut-être jamais connu cette histoire. Latif Boni, bonjour. Bonjour Gilles, bonjour Audio, bonjour à tous. James William Bagidi, lorsqu'on évoque le terrorisme aujourd'hui encore en 2019, quelle place occupe cette date-là, le 11 septembre 2001, dans cette actualité? Alors, le 11 septembre 2001 marque ce qu'on peut appeler le grand tournant du terrorisme international. Il ne faut pas penser que le terrorisme international est né le 11 septembre. Il existait bien avant, il existait même des millénaires plus tôt, puisque même dans l'Antiquité, on a connu des actes que l'on peut comparer à du terrorisme contemporain. Mais le 11 septembre 2001, ce qui s'est passé, c'est une internationalisation d'une certaine cause. Et cette cause qui est islamiste et qui a donc pris corps par les attentats du 11 septembre qui ont vraiment impressionné le monde entier parce que ces attentats ont touché le pays qui, jusque-là, était considéré comme invulnérable, était considéré comme un pays tellement respecté qu'aucune nation au monde ne se serait hasardée à l'attaquer. Et pourtant, quelques 19 terroristes désignés quelque part en Afghanistan ou au Soudan, on ne sait pas trop, en tout cas, à quel moment exactement
cela a pu être décidé, même si les réflexions étaient en cours alors que Ben Laden était encore au Soudan. Oui. On a donc vu ces attentats-là se commettre et mettre définitivement un terme à, je dirais, à l'imaginaire collectif qui pensait que les États-Unis étaient invulnérables. Donc, le 11 septembre a marqué ce tournant, ce grand tournant, et a déclenché ce qu'on peut appeler non pas seulement la lutte contre le terrorisme, mais maintenant la guerre contre le terrorisme. En dépit de cette guerre, le terrorisme n'a pas disparu, bien au contraire, il a changé de visage. Et si je dis que le 11 septembre a marqué un grand tournant, il ne faut pas non plus négliger que dans les années qui ont suivi, un autre phénomène va apparaître, c'est l'État islamique qui sera l'autre deuxième grand tournant. Et donc le terrorisme aujourd'hui a un visage qui, je dirais, est très, très diversifié. Latif Ouboni, que représente le 11 septembre 2001 dans l'actualité aujourd'hui? Pour ne pas répéter, James, j'allais dire que c'est le jour peut-être où les gens ont appris que, comme au niveau bien évidemment du commerce, on peut arriver en réalité à avoir une certaine marque en réalité au niveau de l'usage de la violence. C'est comme cela peut-être que je vais expliquer les choses. C'est dit que Al-Qaïda et Ben Laden, bien évidemment au devant, est passé par le 11 septembre pour dire aux gens qu'on peut s'organiser effectivement au-delà des causes qui sont bien évidemment des causes nobles, des causes où beaucoup de gens se retrouvent, et donc utiliser la violence pour, au-delà donc de forcer la main aux puissances, mais faire du business aussi. Ça, c'est un élément sur lequel on ne revient souvent pas, mais il y a comme que à partir de cette date-là, plusieurs, je ne vais pas dire groupes, ont trouvé des maquettes, des marques déposées, et bien évidemment, passant par la violence, c'était plus devenu facile en réalité de se faire entendre, d'avoir une certaine signature après les violences. Donc, au-delà des questions stratégiques classiques, il y a comme une banalisation de la violence pour des causes, mais au-delà des causes aussi pour du business. François Xavier Noumon, c'est vrai que tout à l'heure on a évoqué avec James William Gbagidi, Ben Laden, l'artisan de cette œuvre-là du 11 septembre, mais bien avant lui, Aboubacar al-Baghdadi était aussi dans ces manœuvres-là. Il avait d'ailleurs été surnommé l'homme fantôme. Et aussi dans les années 70 aussi, le terrorisme avait commencé peut-être. Quels sont généralement les mobiles de ces actes-là? Disons que juste pour ratifier al-Baghdadi, c'est le calife derrière, disons, le calife autodésigné derrière l'État islamique, c'est ce qu'on appelle l'État fantôme. Il a été, disons, annoncé plusieurs fois mort, on ne sait pas plus. Si vous parliez de Ben Laden, il y a son second plus grand lieutenant, disons, l'idéologie, la tête pensante d'Al-Qaïda, qui vient des frères musulmans, Iman al-Zawahiri aussi, a été annoncé plusieurs fois pour mort. On ne sait pas s'il est vivant ou pas. Donc, il y a, disons, des questions, tout un ensemble. Maintenant, la question que vous posez, quand vous parlez des années 70, par exemple, les années 70, on peut, en Europe, pendant ces années-là, 70, même jusqu'aux années 80, on pouvait, par exemple, on pouvait être témoin du terrorisme en Irlande, avec l'IRA, ainsi de suite, Octobre Rouge. Il y avait beaucoup de groupes de gauche, d'extrême gauche, qui avaient pignon sur rue et qui faisaient quelques attentats ici et là, en France, en Italie, en Allemagne, ainsi de suite, et qui entretenaient... on parlait de violence, moi je vais parler beaucoup plus de terreur, c'est de là que vient le mot. C'est l'utilisation, le terrorisme, c'est l'utilisation de la terreur par un groupe d'individus ou même des ensembles plus grands par des États. On a déjà parlé de terrorisme d'État dans l'histoire, à des fins idéologiques, religieuses, ainsi de suite. Il y a, en fait, c'est une affaire multiforme. Ce qui a changé véritablement depuis 2001, c'est que la nature de la menace a vraiment évolué. On est passé du groupe d'individus qui est capable, en un laps de temps réduit,
de terroriser un pays ou une région en moins de quelques minutes par un acte d'éclat avec, disons, avec des répliques un peu partout. Ce qui s'est passé aux États-Unis, paradoxalement, on parle du 11 septembre 2001. Après cet attentat, le premier pays, on va dire, envahi sous le prisme de la lutte contre le terrorisme, c'est l'Afghanistan. Hier soir, le secrétaire à la sécurité, le conseiller à la sécurité, John Bolton, du président Trump, a été démissionné ou démissionné. Bon, ça, c'est pas important, a quitté son poste. Oui. Et l'une des points de divergence à part l'Iran, c'est justement comment ça dit, la position à adopter en Afghanistan. Comment on lutte, est-ce qu'on sort, est-ce qu'on reste? Donc on est en 2019, ça fait 18 ans. Oui. On a fait la guerre et aujourd'hui on est encore entre les militaires, le Pentagone qui a une position tout autre. On a les conseillers, les spécialistes qui ont une position tout autre. Donc en fait c'est quelque chose de très complexe à combattre et à identifier. Surtout que il est apparu durant tout ce cycle. On l'a vu en France, on l'a vu en Espagne, on l'a vu dans d'autres pays, qu'un seul individu peut mettre la terreur dans un pays pendant 2 jours, 3 jours. On l'a vu pour les attentats de Nice, on les appelle, les spécialistes ont trouvé un nom de ce qu'on appelle les loups solitaires, c'est-à-dire qu'un seul homme peut mettre à genoux les pays les plus structurés, les plus puissants de cette terre. Donc, le terrorisme a beaucoup de visages. En Afrique, disons, ce fléau, ce mal qui n'est pas comme monsieur James l'a évoqué tout à l'heure, qui n'est pas nouveau. Il y a dans toute l'histoire, il y a des exemples de terrorisme sous diverses formes et sous diverses avec des impacts variés. Mais on peut dire qu'en Afrique, on est encore, ce phénomène est en train de muer. On a eu Boko Haram, on a eu le Mali, et là on a le Burkina qui est c'est encore tout frais. On va revenir un peu tout à l'heure sur le cas du continent africain. James William Gbagidi, la question des mobiles, ça se pose toujours. On se demande parfois en tant que profane, quelquefois, mais qu'est-ce qui sous-tend réellement les attentats terroristes? Vous savez, à un instant, Latif parlait de causes nobles. C'est parfois difficile d'admettre que pour des causes dites nobles, des gens sont capables de commettre ce genre d'actes. Et pourtant, moi je ne parlerai pas de causes nobles. C'est pour défendre des causes, et souvent des causes politiques, que ces genres d'actes sont commis. L'une des causes les plus importantes des actes terroristes, de la multiplication des actes terroristes, c'est la question palestinienne. C'est au cœur de tout le terrorisme islamiste depuis toujours. Il est vrai qu'aujourd'hui, la question palestinienne a quelque peu régressé dans les mobiles des actes terroristes, mais à un certain moment de l'histoire, la question palestinienne était vraiment au cœur même des actes terroristes qui étaient commis, notamment par les groupes islamistes. Parce que justement, il faut se rappeler que à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale, quand les Juifs ont commencé à migrer vers la Palestine était une terre très largement arabe, très largement musulmane. Et quand ils sont arrivés, ils ont commencé à conquérir, d'abord à acheter, et ensuite à conquérir par des actes terroristes. C'est-à-dire que les Juifs qui sont installés en Israël l'ont fait d'abord en s'imposant par la violence. Et cette réplique qui viendra plus tard passera elle aussi par la violence, simplement comme une réponse aux actes de violence qui ont été commis à l'encontre des Palestiniens au moment où les Juifs commençaient à prendre cette terre qu'ils ont considérée et qu'ils considèrent encore aujourd'hui comme la terre promise que Moïse avait donc obtenue de Dieu, etc. Vous connaissez le contenu de la Bible à ce sujet. Et donc, c'est cette cause-là, en tout cas, cette cause fait partie des principales de la violence terroriste. Mais il faut également noter que la violence terroriste a aujourd'hui tellement mué que les causes sont devenues nombreuses et disparates. Un individu qui est simplement en mal psychologique, psychiatrique, peut commettre un attentat terroriste. Vous vous souvenez peut-être le cas de ce copilote qui a attendu que son
le principal pilote quitte la cabine d'un avion pour aller écraser l'avion contre un flanc de montagne en Europe. Vous vous souvenez peut-être également de ces jeunes gens qui, en Europe, en France notamment, ont commis des actes parce que justement, quelque part, Abou Bakr al-Baghdadi a dit qu'on n'a plus besoin de venir en terre de guerre, en Syrie, en Irak, etc., pour démontrer aux grandes puissances européennes que l'on peut leur faire mal. Et donc, qu'en se servant d'un couteau de cuisine, qu'en se servant de la bonbonne de gaz qui se trouve à proximité, qu'en se servant de nitrates, de petits outils qui sont à la disposition de tout le monde, que l'on peut commettre de l'attentat terroriste et que l'on peut combattre ceux qu'il appelle les mécréants. Et c'est ainsi donc que le terrorisme a mué aujourd'hui et que toutes les causes, tous les malaises, que même le chômage des jeunes, tout cela fait partie des causes que l'on peut retrouver au terrorisme aujourd'hui. C'est devenu une violence diffuse, une violence banalisée, à telle enseigne qu'on ne peut plus limiter les causes du terrorisme. Les causes du terrorisme sont les causes de tous les maux que nous connaissons aujourd'hui à travers le monde. Oui, dit que je suis d'accord. En réalité, effectivement, les causes sont aussi insaisissables que la définition elle-même du terrorisme. J'ai envie de dire que les causes dépendent en réalité même de l'état psychique des acteurs en réalité eux-mêmes et de leur ancrage, soit religieux ou parfois historique. William l'a dit, il y a effectivement que quand on va vers les pionniers de cette transformation-là, de cette banalisation de la violence, je veux dire Ben Laden et ses lieutenants et tout ce qui a suivi, effectivement, il y avait cette cause palestinienne qui était au devant de tout, en réalité. L'injustice arabe, ou plutôt l'injustice que subit le monde arabe, notamment dont la Palestine était, on va dire, le noyau, c'était ça l'épicentre, c'était ça au devant de la scène, même si après effectivement il peut y avoir d'autres implications, mais c'était ça le discours. Et ça avait une certaine publicité, ça. Quand on évoquait ça, beaucoup de gens s'y retrouvaient, c'était facile de recruter. Aujourd'hui, effectivement, d'autres éléments entrent en ligne de compte et ça devient encore plus compliqué de saisir la chose parce que, voilà, le terroriste, afghan n'a pas les mêmes mobiles ou les mêmes causes que celui qui se fait embaucher dans cette entreprise-là au Mali ou tout près de nous, au Nigeria. Et donc, il m'a semblé que les causes, effectivement, aujourd'hui, comme je l'ai dit, sont insaisissables, que l'est aussi la nature humaine elle-même. Et donc, on en est là, peut-être, à chercher déjà à définir la chose, mais aussi à chercher comment raisonner. Oui. Et tout naturellement, c'est pourquoi on se perd même aux États-Unis, donc sur, on va dire, les positions à adopter face au mal. C'est vrai que François Xavier Noumon, avant le 11 septembre, le renseignement ou les renseignements fonctionnaient d'une certaine façon. Et l'histoire nous a enseigné que juste après cet acte, on a pu réaliser que peut-être le chef de l'État américain avait été peut-être un peu négligent lorsqu'on l'informait de l'imminence de ces attaques. Il avait dit non, c'était un peu courant, mais il n'avait peut-être pas prévu cette ampleur. Après, on s'est dit, bon, on prend nos responsabilités, on change de méthode, mais jusqu'à présent, on n'a pas encore réussi à circonscrire le mal. Pourquoi? Non, simplement parce qu'on parlait de cause. Oui. Je pense qu'il faut faire une différenciation à ce niveau. Oui. Avant 2001, avant les années 2000, la nature du combat, si on prend les territoires palestiniens, on va dire qu'on est toujours dans la dispute territoriale. On parle de communauté contre communauté. Je pense que Muammar Kadhafi, avant bien que, par exemple, l'OLP ne soit mise en place, a mené beaucoup, a sponsorisé de la Libye beaucoup de groupes terroristes qui ont pu se phagocyter et qui ont donné l'OLP. D'autres sont restés en marche, le Hamas, ainsi de suite. Après, il y a eu la guerre du Liban, il y a eu beaucoup de bouleversements dans la région. Mais ce qui a changé en 2001, oui. on avait plus... c'était que l'ennemi n'était plus officiellement, physiquement et
disons, de façon concrète, identifiable. On avait d'abord l'idéologie. L'idéologie qui désignait les autres comme les mécréants, le Satan, le grand Satan, qu'il faut abattre, qu'on peut abattre, et c'est là où les moyens sont aujourd'hui sont multiples. Oui. On peut abattre le mécréant n'importe où, n'importe quand et avec n'importe quel moyen. Avec un couteau, avec n'importe quoi. Je pense que le message a changé. C'est ce qui a bouleversé un peu la communauté, on va dire, la grande communauté du renseignement. Il a fallu que, et je fais le lien avec votre question, oui. Il a fallu que et le renseignement et les pratiques militaires, je vais donner un exemple. Après la guerre, après l'envahissement, on va dire, de l'Afghanistan, de l'Irak, il y a le chef d'état-major général de l'époque des forces américaines qui commandait les forces spéciales, qui a commandé l'armée américaine après sous Obama, le général David Petraeus, qui a, après quelques mois de combat en Irak, qui a dit et qui a fait d'ailleurs qu'il fallait changer tout ce qu'il y avait comme règles d'engagement de l'armée américaine. Les règles d'engagement, c'est ce qui permet, c'est le canevas dans lequel des troupes armées vont mener des missions précises. Simplement parce que sur le terrain, ils se sont rendus compte que, et là, il est advenu des termes comme guerre asymétrique, il y a eu beaucoup, la réalité du terrain, la réalité du combat face à ce ennemi non identifiable. C'est vrai qu'il y a des têtes de pont, on disait Ben Laden, Imam al-Zawahiri, récemment avec l'État islamique al-Baghdadi, on les connaissait comme ça, mais ça pouvait vous surprendre à n'importe quel coin de rue. Donc il fallait non seulement adapter le renseignement, il fallait adapter aussi les techniques de combat. Et ça a été fait, mais ce n'est pas la panacée non plus. Après, on a en Afghanistan, bien parce que l'Afghanistan est quand même un laboratoire, parce que non seulement c'est un pays pas comme les autres, disons, c'est un pays qui ressemblerait peu ou prou à nos sociétés, mais sans être pour autant clivé, parce que là-bas on a affaire pas à un pays, mais à des tribus. Donc aujourd'hui, quand vous faites alliance avec telle tribu, demain ça peut changer, ça peut se retourner contre vous. Oui, c'est ce qui est en train de se passer. Parce qu'il ne faut jamais oublier qu'on parle des talibans en 2001, mais pour la guerre, pour chasser les Russes d'Afghanistan, les pays, les alliés, comme on dit, les États-Unis, je me rappelle d'un discours, Reagan appelait, Ronald Reagan, qui était à l'époque président des États-Unis, félicitait les talibans, qui les appelaient les alliés de la liberté, les défenseurs de la liberté, parce qu'ils ont été utilisés pour bouter les Russes d'Afghanistan. Donc il faut dire que tout a changé après 2001. L'approche, les techniques de combat, l'appréhension même au niveau intellectuel dans les universités, les spécialistes ont eu du mal un peu à circonscrire cet ennemi. Après, on a eu, disons, les conséquences de ce qui a, disons, changé un peu la manière d'apprivoiser ce mal ou cet événement changeant de 2001, c'est l'après-guerre, la première invasion en Irak, en Afghanistan, qui a déstructuré un peu le visage du Moyen-Orient et dont on continue de gérer les conséquences aujourd'hui et dont on a les répliques aussi sur cette partie du continent que nous habitons. Je fais la même question à James William Bagdi. Les États-Unis d'Amérique ont changé de tactique. On va rapidement finir avec ce phénomène. A-t-on dit il y a eu d'autres puissances du monde qui se sont engagées dans la lutte contre ce mal? Est-ce que c'est parce que ce mal même a changé de visage, tel un virus qui mute de nature, que justement les moyens n'ont jamais réussi à en finir? Pour en finir avec le terrorisme, je ne suis pas sûr que le meilleur moyen serait le combat armé. On a parlé de guerre asymétrique. Et quand on parle de guerre asymétrique, effectivement, c'est que l'ennemi, il n'est peut-être pas puissant, il n'est peut-être pas fort, mais il est surtout invisible. Il est, comme il vient de le dire, il est capable de vous croiser à n'importe quel coin de rue et de vous faire mal. Et pendant que vous êtes dans un combat symétrique, celui-là, contre une force conventionnelle, l'ennemi peut vous frapper dans le dos, il peut être dans votre maison, il peut être n'importe où. Et naturellement, dans ces conditions, ce qu'il faut régler, je ne crois pas détenir de solution miracle, mais ce qu'il faut régler, c'est d'abord détruire la cause pour laquelle des gens se sont engagés. C'est solutionner la cause.
et aussi décourager, en tout cas trouver le moyen de décourager ceux qui sont recrutés. Et ceux qui sont recrutés sont attirés non seulement par la justesse pour eux, la justesse selon eux de la cause pour laquelle ils se battent, mais également par l'appât du gain. Parce que, imaginez-vous, quand on prend plus récemment, donc, l'État islamique, ces gens-là étaient capables de payer des salaires mais astronomiques pour des jeunes qui sont au chômage, qui triment difficilement et qui s'en sortent difficilement en France, pour des jeunes qui ne parviennent pas à joindre les deux bouts, comme on dit, en langage ordinaire, que vous ayez l'impression que le pays dans lequel vous êtes vous oppresse, vous opprime à cause de vos origines religieuses, et que vous soyez déjà dans la précarité, et que de l'autre côté, si vous donnez votre vie, même si vous allez participer simplement au combat, vous êtes payé à des milliers ou à des centaines d'euros. À chaque mois, vous pouvez entretenir votre famille, et que l'organisation se charge de verser de l'argent au vôtre en cas de mort au combat, ou au cas où vous allez vous sacrifier pour un attentat terroriste. Vous imaginez qu'il y a énormément de raisons pour lesquelles des gens s'engagent dans ce type d'aventure. Et c'est pour cette raison que lutter contre le terrorisme est de plus en plus difficile. Il y a ceux qui sont désespérés et qui y participent, mais il y a également ceux qui y participent parce qu'ils veulent avoir de l'argent. Et donc, la solution n'est pas il n'y a pas de solution miracle. Il faut déjà, le renseignement militaire est incontournable, il est nécessaire, il ne peut être abandonné, mais il ne peut pas être la seule solution. Et pour un petit correctif peut-être, à l'occasion de la guerre en Afghanistan avec les soviétiques, ce n'était pas encore les talibans, c'était les moudjahidines. Et c'est d'ailleurs un de leurs chefs qui était Oussama Ben Laden, alimenté fortement, financé, armé, entraîné par les États-Unis d'Amérique, et qui à la fin de la guerre dira: mais cette terre arabe ne veut plus de la présence des Occidentaux, retournez chez vous, ce que les Américains n'ont pas voulu faire, et qui a déclenché donc le processus qui mènera aux attentats du 11 septembre que nous rappelons aujourd'hui. Oui, quelle est la nature de ce mal aujourd'hui en Afrique? Oui, on a parlé de la transmutation, de la transformation, du fait que c'est insaisissable. Il est aujourd'hui du terrorisme en Afrique qu'en Afghanistan. En réalité, changement de cause, multiplicité de causes, et aussi changement aussi, on va dire, de mobile individuel. Et c'est en fait là où que la chose devient plus compliquée, parce qu'aujourd'hui les désespérés, ils sont nombreux, aussi nombreux que d'ailleurs nous le sommes de plus en plus dans le monde, et aussi on va dire les incapacités, sinon les faiblesses des États, des structures étatiques croissent. Ça fait que les mobiles au niveau individuel sont de plus en plus nombreuses. Et quand vous parlez de la nature aujourd'hui, pour ne prendre que le cas le plus on va dire fumant, le cas burkinabé, ce n'est pas si clair que ça. C'est-à-dire que vous n'avez pas une organisation qui en veut clairement au Burkina pour une raison donnée. En tout cas, ça n'a pas de visage, mais la violence, elle est là, et on sent que on veut en réalité déstabiliser une région. On veut posséder une région comme on a possédé peut-être la région nord du Mali. Et il y a ça. Mais au-delà de tout, je pense que ce qu'il faut ne pas perdre de vue, c'est cette notion notamment de faire de l'argent. C'est vrai qu'il y a peut-être d'autres mobiles, mais de plus en plus, c'est bien ça. C'est vrai que l'islamisme, la notion islamiste est restée collée, mais quand on revient à l'État islamique, vous avez vu une structure pratiquement multinationale qui recrute des gens qui n'ont pas que appris à tirer. Vous vous souvenez de cet après-midi noir de TV5 Monde, où, pour ne pas citer ce média-là, où
pratiquement les gens n'ont pas pu diffuser parce que une attaque pirate, on n'apprend pas, on n'envahit pas par cyberattaque une institution comme ça quand on a seulement appris à tirer, à dire Allah Akbar. Non, il faut avoir une certaine, on va dire, un certain niveau en termes d'instruction, en termes on va dire, de formation cybernétique. Et donc, je pense qu'au-delà, quand vous regardez aussi l'organisation financière, pratiquement, qui avait failli couronner ce territoire-là de l'État islamique de pratiquement un territoire organisé où on a la monnaie, on gère le pétrole, commerce pratiquement avec les États. On a fini en réalité de chercher à comprendre ce mal-là parce que finalement, on ne le comprendra que si on introduit des analystes financiers et économiques. On en a un, heureusement, avec nous. Et donc, c'est que finalement, si je vais conclure ce que vous me demandez sans pour autant répondre au Lali, c'est que je dirais que les terroristes ou ceux que nous nommons terroristes, finalement, ont une compréhension des plus avancées de nos failles. Parce que l'entrée dans le monde de la banalité du net, eux, ils l'ont saisi avant pratiquement les États. Ils l'ont saisi avant tout le monde. Et c'est ça en réalité qui a François Xavier et William ont parlé du renseignement et de cette difficulté-là à être au pas et à proposer des solutions, on va dire, qui gagnent. Mais c'est à cause de la facilité avec laquelle les messages se transmettaient. Les violences s'exposaient dans les psychologies, on va dire, dans les psychologies. Et donc, ces facilités-là, eux, ils ont vu venir cette facilité-là que les États n'ont pas vu. Aujourd'hui, effectivement, la rentabilité, ils l'ont aussi vu venir. Et c'est compliqué aujourd'hui, effectivement, de dire à un jeune, reste tranquille, ne fais pas de la violence, sans pour autant, comment on dit, sans pour autant peut-être ne serait-ce que lui trouver une solution, on va dire, proposer quelque chose en contrepartie. En contrepartie, alors qu'il sait que de l'autre côté, il y a des millions, parfois même peut-être mieux que des millions. François Xavier Noumon, le continent africain, dans cette question. Disons, parler du terrorisme est toujours complexe, hein, que ce soit en dehors du continent africain que sur le continent africain, parce que quand on prend Boko Haram au Nigeria, et on prend ce qui est naissant, on va dire, mais qui frappe très fort au Burkina. C'est ça le même nom, mais c'est pas la même forme, c'est pas le même mécanisme, c'est pas le même mode d'emploi, c'est pas les mêmes, comment on appelle, c'est pas les mêmes sources. On va dire que pour le Burkina, disons, c'est la porosité de la, on va dire que pour le Burkina, c'est quelques groupes du Mali qui ont créé des appendices dans ce pays et qui ont, du fait de l'instabilité, de quelques années d'instabilité qu'ont connu ce pays, parce qu'il faut dire que avant la chute de Blaise Compaoré, ce que je vais dire est un peu difficile parce que souvent, quand on le dit, on accuse de défendre la dictature et ainsi de suite. Mais la réalité technique, c'est que avant que Compaoré ne tombe du pouvoir, le Burkina Faso était le cœur du renseignement dans la sous-région. Le général Diendéré, qui est en prison aujourd'hui, et il y a des photos, des images qui le montrent, était le principal négociateur de l'interface entre les grandes puissances. Je pense jusqu'à récemment, les Américains avaient encore une base, disons une proto-base, on va dire, à Ouaga. Le renseignement burkinabé avait développé quand même une certaine expertise. C'est vrai, en flirtant, avec les limites étaient toujours aussi... Le renseignement était toujours aussi flou. Les limites avec l'ennemi, on va dire, entre griffes, étaient assez étroits. Donc ils ont joué avec ça. Et le renseignement, vous savez, ce qui tue le Burkina, pas tue le Burkina, il ne faut pas être péremptoire. Mais le renseignement, c'est pas quelque chose de scientifique, c'est pas A plus B. Aujourd'hui, ce qui a été dispersé, on va dire, par le remplacement du système qui dirigeait le Burkina Faso depuis des années, va être difficile. C'est au minimum, quand les spécialistes en parlent, on est parti pour au minimum 10 ans ou 15 ans. On va pas dire, on va espérer des années. Parce que pour remettre en marche tout ce mécanisme, c'est assez complexe. On voit le Mali à côté. Le Mali a encore d'autres problèmes. Le Mali, c'est que c'est un territoire, les gens ne s'en rendent pas compte souvent quand ils sont devant leur télé. Le Mali, c'est un territoire immense.
immense. Quand vous rencontrez des militaires béninois qui ont fait les missions de l'ONU et qui vous racontent, le Mali, c'est un territoire immense avec une grande zone désertique. L'armée malienne, on voit ses difficultés sur le terrain en ce moment. C'est pour des pays comme les nôtres, c'est ce qui m'importe moi, pour des pays comme les nôtres, cette charge, ce fardeau est trop lourd. On a souvent des spécialistes qui balancent des trucs, oui, mais l'État devait faire ci, l'État devait faire ça. En moins de 2 ans, le Burkina a lancé le recrutement de, je crois, 500 militaires ou 1000 militaires en plus, quelque chose comme ça, pour faire face. Ça veut dire que ça va gréver le budget national, une bonne partie des dépenses habituelles dans l'éducation de la santé vont aller pour soutenir les militaires sur le terrain, et sans garantie de succès. Parce qu'on a assez dit sur ce plateau, l'ennemi est protéiforme. On a des frontières à surveiller. Il y a des porosités à faire. C'est pourquoi, je pense, dans quelques jours, il y a un certain nombre de pays qui vont se retrouver pour en discuter. Mais il y a un besoin de moyens, de moyens colossaux que nous n'avons pas. Donc, si on parle des caractéristiques de ce phénomène, de ce qu'on voit sur le terrain, au-delà des causes, de ce qui a généré cela, on voit qu'on est face à un défi immense. Boko Haram est à cheval sur 4 pays. Sur le Nigeria, le Niger, le Cameroun et le Tchad. Même si le Tchad est, on va dire que c'est la grande maestria de Idriss Déby, comme tout le monde le dit, ce que moi je remets en doute, mais c'est pas là le sujet. Oui. Mais l'autre chose que je veux dire, c'est que rapidement, ça induit une transformation immense du continent. Le mois passé, les Américains ont inauguré l'une de leurs plus grandes bases, une base de type 201 au Niger, à Agadez. C'est le plus gros investissement que les Américains ont consenti pour une base depuis des années. C'est-à-dire que c'est leur plus, à part les bases du Moyen-Orient, du Qatar, de l'Arabie Saoudite, c'est leur plus grande base qu'ils viennent de mettre en Italie, au Niger. À côté de cette base, vous avez les bases françaises. Il y a beaucoup de pays qui ont demandé, je pense les Allemands aussi ont demandé à mettre des bases dans la sous-région. Donc on est en train de... Ça a commencé il y a quelque temps, mais on est en train d'assister là à une reconfiguration tout à fait... ça se passe sans trop de bruit, mais... disons, je ne parlais pas d'occupation, mais le terrorisme est en train de se faire, d'induire une reconfiguration de notre territoire. Très bien. Au regard de tout ceci, y a-t-il des intérêts géostratégiques en Afrique? Ah mais comment Des intérêts géostratégiques, l'Afrique n'est qu'intérêt géostratégique. Déjà, même, ne serait-ce que son emplacement sur la carte du monde, l'Afrique est au cœur du monde. L'Afrique est un immense réservoir de ressources, que ce soit des ressources naturelles, des ressources humaines également. Et donc, bien sûr, l'Afrique est d'un grand intérêt pour les puissances internationales. Ce n'est pas pour rien, comme le dit François Xavier, que les Américains sont de retour sur le continent. Vous savez, il y a quelques années, les Américains avaient totalement démantelé toutes les bases du continent africain après la déculottée qu'ils ont subie en Somalie, les pertes en vies humaines. Les Américains avaient décidé de ne plus s'engager sur le continent africain. Mais quand le terrorisme commence à semer en Afrique et qu'il se développe en Afrique, il finit toujours, à un moment ou à un autre, par toucher les pays occidentaux, par toucher des ressortissants occidentaux qui sont en Afrique ou par s'exporter en Europe, parce que justement, un terroriste ou un illuminé a pu se faire former et a pu, à l'occasion d'un voyage tout à fait autorisé, arriver en Europe. Et comme la liberté d'expression est beaucoup plus encore permise dans ces pays-là, développer donc cette idéologie auprès de gens qu'il va recruter et qui deviendront des terroristes en puissance. À partir de ce moment, pour les Européens, pour les Occidentaux de manière générale, il vaudrait mieux combattre le mal à la racine. Et c'est cela qui explique que les Américains soient de retour sur le continent, un peu à l'instar des Français qui ne sont vraiment jamais partis, les Allemands qui viennent également, les Chinois, sont là. Tout le monde s'intéresse à l'Afrique pour aider le continent à lutter contre le terrorisme, non pas parce qu'on aime les Africains, non pas parce qu'on veut du bien des Africains,
mais parce qu'on veut d'abord de la sécurité chez soi. Le terrorisme sur le continent africain, il est très diversifié. Il y a, je dirais, ce terrorisme presque conventionnel que Boko Haram a instauré au Nigeria en conquérant des terres, en conquérant des territoires qu'il a administrés un peu comme l'État islamique. Pendant un certain temps, il aura fallu l'arrivée au pouvoir de Buhari pour chasser à nouveau Boko Haram des territoires qu'il contrôlait. Pour titiller. Non, mais écoutez, Boko Haram ne contrôle plus. Boko Haram ne contrôle plus de territoire, n'administre, en tout cas, il contrôle encore, mais il n'administre plus de territoire de façon officielle. Et la situation de Boko Haram est quelque peu semblable à celle des Chebabs de Somalie, qui, eux, oui, également contrôlent une bonne partie du pays. Et là, même, ils administrent encore une bonne partie du pays. Ce sont des gens qui ont même eu le pouvoir, qui ont géré Mogadiscio pendant un certain temps. Et donc, pour toutes ces raisons-là, le continent africain, oui, il est d'un grand intérêt. Et aujourd'hui, pour lutter contre ce terrorisme en Afrique, les moyens doivent d'abord et avant tout être des moyens qui s'intéressent à ceux qui, sans raison apparente, s'engagent dans cette idéologie, s'engagent aux côtés de ces terroristes, c'est-à-dire les jeunes, parce que c'est justement les jeunes qui sont utilisés partout pour commettre les attentats terroristes. Il ne faut pas négliger une dernière chose, c'est que ceux qui commettent les attentats ne sont pas toujours totalement en possession de leurs moyens. Il existe des drogues, il existe des substances que l'on leur fait ingérer. D'abord, on les endoctrine. Il y a un endoctrinement qui leur donne l'impression que oui, nous luttons pour une cause juste. Et puis, il y a quelques chefs dans ces groupes-là qui se sacrifient eux-mêmes et qui montrent l'exemple, mauvais ou non, et qui incitent à partir de ce moment les jeunes également à se sacrifier pour ce qu'ils appellent la bonne cause. Et pour finir, peut-être, je reviendrai sur la définition du terrorisme pour dire que nous parlons de terrorisme, nous donnons l'impression de savoir ce dont nous parlons, mais tout le monde ne comprend pas le terrorisme de la même manière, parce que celui qui se bat pour une cause, qui dit se battre pour une cause, ne reconnaîtra jamais, même si pour cette cause-là, il s'en va commettre des attentats terroristes, ne reconnaîtra jamais que cet attentat est un acte terroriste, parce que pour lui, c'est un acte de défense, c'est un acte de libération. On se souvient par exemple des attentats qui étaient commis en France pendant l'occupation allemande, contre les trains allemands, contre les convois allemands. Peut-on considérer que c'était des actes terroristes? C'était plutôt des actes qui étaient commis par les forces françaises de l'intérieur, les forces de libération. C'est cette même forme de résistance que pensent incarner certains terroristes. Et donc voilà toute la difficulté de la définition du terrorisme qu'il ne faut pas négliger quand on parle de cet événement 18 ans après le 11 septembre. Mais justement, le Burkina Faso, c'est un pays limitrophe du Bénin. Le Nigeria, c'est un pays limitrophe du Bénin. Et il y a aussi, c'est vrai, le Cameroun n'est pas trop loin. Le Tchad aussi n'est pas trop loin. Nous sommes dans une sous-région un peu menacée par cette question. Quelle est la situation du Bénin, fondamentalement, Latif Boni? Je pense que la situation du Bénin, si vous le demandez, on ne pourra peut-être que dire que jusqu'ici on a été épargné. On a été épargné en dehors du fait que malheureusement tout récemment il y a eu un enlèvement. On ne pourra pas dire parce que les gens n'ont pas assez tergiversé. C'est vrai qu'on a beaucoup écrit, qu'on a beaucoup parlé de ça, mais on n'a vraiment pas beaucoup tardé sur ça, à lier ça aussi au terrorisme. Des enlèvements, il y en a, oui, 2 touristes français avec la mort de l'un de nos compatriotes. Oui, c'est-à-dire quand on évoque le terrorisme au Bénin, effectivement, c'est vers là que les esprits convergent. Alors jusque-là, effectivement, l'État peut-être a fait beaucoup d'efforts dans le sens du contrôle, mais aussi c'est vrai que nos frontières sont ce qu'elles sont, mais dans le positionnement, j'allais dire géostratégique, c'est vous qui parlez de la géostratégie. Et donc je pense que jusqu'ici on a été épargné. Et que si on a été épargné, alors on attribue ça au fait que l'État a fait son boulot, même si on sait que c'est délicat, ces questions-là. Alors, il n'y a pas grand-chose en dehors du fait qu'on a dû, à maintes reprises, on a dû, on va dire, prêter main forte au pays, comme
le Mali, on en a parlé plusieurs fois, les Béninois ont pris part aux efforts là-bas. Et en dehors de ça, on est heureux de ne pas être pour l'instant concerné, même si effectivement aujourd'hui, plus qu'hier, la préoccupation, elle est là. On a vu récemment les forces béninoises, on va dire, en exercice au nord du pays, notamment pour montrer leur présence, mais surtout, on va dire, faire ce qu'elles ont à faire, ces forces de défense-là, parce que le plus souvent, pour des gros pays comme le Mali, François parlait de l'immensité de ces territoires-là, le plus grand de leurs soucis, c'est la difficulté à être présent, parce que, comme on dit, la nature ayant horreur du vide, les autres s'emparent de ces territoires-là, qui, à vue d'œil, semblent être, on va dire, inutile, alors que à d'autres points de vue, ce sont des territoires bien convoités. Quand vous avez parlé de la géostratégie juste en quelques secondes, j'allais dire même que depuis on va dire sa naissance, ou même depuis les noms que certains donnent au terrorisme, vous avez déjà le début de la guerre stratégique, quoi. Quand Boko Haram dit Boko Haram, c'est-à-dire que c'est pratiquement tout ce que les autres nous ont vendu qu'ils remettent en cause, la civilisation occidentale. Quand on remet ça en cause, il n'y a que c'est la géostratégie qui commence. Et donc, je pense que il n'y a pas de terrorisme sans notion géostratégique. La preuve, je pense que la moitié de tous les efforts qui sont en train d'être faits en termes d'installation de base, la moitié de ces efforts-là, si ça avait été donné aux États, les réponses au niveau étatique, au niveau local, auraient pu avoir plus d'effet. Je vais parler de cette base dont a parlé François Xavier, dernier cri, la présence russe de plus en plus, dont on ne parle pas. Donc, je pense qu'il n'y a pas de terreur, il n'y a pas de terrorisme sans géostratégie. Mais justement, on parlait du Bénin tout à l'heure. C'est vrai que le gouvernement actuel a créé la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. Lorsqu'on entend criette, on pense beaucoup plus aux infractions économiques avec justement les actions menées, mais aussi l'une de ces dimensions, c'est de lutter contre le terrorisme. Est-ce que ça traduit le fait que l'État béninois est conscient de la menace, mesure les enjeux? Oui, je pense que c'est cette juridiction qui a été mise en place, et de plus en plus, je pense qu'il y a eu un cadre juridique qui a été formellement mis en place exclusivement pour lutter contre le terrorisme et tout ce qu'il y a comme conséquence de ce phénomène. Ça veut dire qu'au plus haut niveau de l'État, il y a une prise de conscience, une reconnaissance de la gravité de la situation et surtout de notre géographie extérieure, on va dire, du pourtour de notre pays, des menaces. Je pense que le rôle d'un chef d'État, et je pense que le nôtre l'a très bien compris, c'est d'être au fait de ce qui se passe en temps réel et tout ce qui pourrait bousculer un tant soit peu la paisible vie de l'ordre ordinaire. Donc je pense qu'au niveau de l'État, même chez les militaires, je pense qu'il y a une prise de conscience effective qui se traduit. Latifou parlait de la récente manœuvre des forces armées béninoises dans le Nord. C'était pas la première. Je pense que depuis quelques années, avec l'assistance de quelques partenaires étrangers, les Américains, les Français, les Belges surtout, il y a on va dire une montée en capacité de nos forces de sécurité pour qu'ils soient, on ne le souhaite pas, qu'ils soient à même de donner une réponse à cette menace. Mais il faut dire que l'atout le plus important, et ça il faut remercier le gouvernement pour n'avoir pas avoir encore autorisé le déploiement de nos hommes sur les théâtres extérieurs, parce que c'est une expérience inédite pour nos forces de sécurité. Ceux qui ont fait le Mali, ceux qui ont fait la Centrafrique, ceux qui ont fait l'Afrique centrale, il y a rien ne vaut, c'est malheureux à dire, mais il y a une expertise qui découle de tous ces théâtres d'opération et qui sont intéressants en retour d'expérience pour nos forces armées. Maintenant, pour le terrorisme, c'est toujours une réponse
on va dire, Très bien. holistique, Bien sûr. multiforme, et C'est qui très prend complexe, oui. tous les On est paramètres. d'accord. bien sûr. James William Gbagidi. James, oui. Oui, le Bénin aujourd'hui effectivement se trouve dans une zone qui est, je dirais, totalement déjà ceinturée par le terrorisme et des enquêtes récentes ont démontré que des groupes terroristes ont pu circuler à travers le pays, notamment ceux qui ont été démantelés au Togo par les autorités togolaises. Et les événements de la Pendjari ont également montré que le Bénin n'était pas à l'abri. Et ce n'était pas non plus la première fois que le nom du Bénin était cité dans des actes terroristes commis dans la sous-région. Sauf erreur, et je crois me souvenir, c'était en 2009 ou 2010, des Français avaient été enlevés au Niger et le véhicule qui avait servi à cet enlèvement avait une immatriculation béninoise. Ça avait été un grand étonnement parce que, bon, est-ce que c'était une voiture volée? Est-ce que on n'a pas, je n'ai pas connaissance de ce fait que des enquêtes aient été menées, diligentées pour que on découvre effectivement à qui la voiture appartenait, etc. Mais on a quand même déjà eu affaire à du terrorisme au Bénin. Et puis, vous vous souvenez peut-être, nous étions très jeunes, il y a eu quelques attentats à la Grenade, dans Tokpa, et puis à Cotonou ici, dans l'année 90, je crois entre 93 et 94, on a pu... à ce moment-là, on n'avait pas vraiment parlé de terrorisme. Il me semble que c'était des actes criminels, et notamment également le tir sur le centre international de conférence quelque temps avant la francophonie, le sommet de la francophonie. Et donc nous avons une toute petite expérience certes du terrorisme, mais je dis encore une fois, depuis que le terrorisme a changé de visage, il est beaucoup plus difficile pour les États de lutter contre. On a dit que n'importe qui et n'importe où peut devenir terroriste. Le petit cuisinier peut prendre son couteau et tuer son patron parce que le patron, un homme politique, est une autorité dont la mort peut représenter quelque chose. On peut prendre du bonbon de gaz, n'importe quoi. Donc le Bénin n'est pas à l'abri, mais il faut donc que le contrôle qui se fait aujourd'hui et qui fait que le Bénin représente encore un havre de paix, qu'il puisse continuer et que ce multiculturalisme tolérant que nous vivons au Bénin continue de plus belle. C'est ça qui est le plus important. Merci infiniment à vous, James William Gbagidi, chroniqueur international, analyste politique, journaliste en service à la télévision nationale. Merci d'avoir été sur ce plateau. Latif Boni, François-Xavier Noumon, tous deux ici à E-Télé. Merci infiniment d'avoir été là également.